Si les États-Unis occupent le devant de la scène à la suite du succès du programme Apollo, l'URSS ne reste pas inactive. Après avoir perdu la course à la Lune, les Soviétiques poursuivent l'exploration spatiale à leur rythme. Le 12 septembre 1970, 14 mois après Apollo 11, ils lancent Luna 16 à bord d'une fusée Proton. Huit jours plus tard, la sonde automatique se pose sur la Lune et commence à recueillir des échantillons du sol. Après un peu plus d'une journée, l'étage supérieur se propulse dans l'espace pour atterrir au Kazakhstan le 24 septembre avec ses 105 grammes de sol lunaire à son bord. Deux mois plus tard, en novembre 1970, Luna 17 atteint à son tour la Lune. Cette sonde transporte un véhicule télécommandé baptisé Lunokhod 1. C'est le premier robot de ce type à se poser sur une autre planète. Il s'agit d'une sorte de tube vertical avec un sommet convexe posé sur 8 roues en fil de fer. La face interne du couvercle est constituée d'un panneau solaire destiné à recharger les batteries lorsque le véhicule est à l'arrêt. Lunokhod contient aussi du polonium-210 qui génère assez de chaleur pour préserver la température interne du système et assurer son bon fonctionnement. À l'avant, on trouve plusieurs caméras, différents instruments d'analyse du sol et des antennes. Ce véhicule est aussi équipé d'un spectromètre à rayon X, d'un détecteur de rayons cosmiques et d'un télescope à rayon X. Conçu pour fonctionner pendant 3 jours lunaires, soit 3 mois terrestres, il poursuit sa mission durant l'équivalent de 11 mois terrestres. Piloté depuis la Terre par une équipe de 5 hommes, le Lunokhod parcourt plus de 10 540 mètres. Il transmet 206 panoramas et 20 000 images. Il réalise 25 analyses de sol et utilise son pénétromètre plus de 500 fois. Le 14 septembre 1971, la Terre perd le contact avec Lunokhod, dont la mission est officiellement interrompue le 4 octobre. Mais les Soviétiques ne se contentent pas de la Lune. Ils lancent une autre sonde conçue, elle, pour atterrir sur une mystérieuse planète, Vénus. Durant sa descente de 35 minutes, l'atterrisseur de Venera 7 transmet un grand nombre de données puis se pose sur Vénus grâce à ses parachutes. C'est une grande première pour une sonde. Il enregistre une densité atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre et une température de 475 degrés. Depuis le sol vénusien, l'atterrisseur continue d'émettre des signaux durant 23 minutes. À cette époque, Apollo n'est pas le seul programme de la NASA. Lancé le 30 mai 1971, Mariner 9 allume son moteur principal pendant 14 minutes afin de ralentir et de se laisser capturer par le champ gravitationnel de Mars. Cette sonde est la première à orbiter autour d'une autre planète et elle commence le 13 novembre à cartographier l'ensemble de la surface martienne. Les instruments embarqués comprennent 2 caméras, un interféromètre infrarouge, un spectromètre ultraviolet et un radiomètre infrarouge. Cette sonde de 545 kg réalise des clichés spectaculaires de sites martiens majeurs et localise des lieux d'atterrissage potentiels. La NASA poursuit également le programme Pioneer. Pioneer 10 est une petite sonde de 270 kg essentiellement constituée d'une antenne parabolique au gain de 2,70 m de diamètre, d'un boîtier électronique et des commandes de 6 propulseurs à hydrazine. 2 générateurs thermoélectriques radioisotopiques suspendus au bout de 2 perches de 3,30 m produisent chacun 40 watts, une puissance qui déclinera naturellement au fil du temps. Un magnétomètre à hélium est également installé au bout d'une 3e perche, à environ 6 mètres du corps de la sonde. Parmi les autres instruments, on trouve un analyseur de plasma, un télescope à rayons cosmiques, un télescope à tube Geiger, un détecteur de météorites, un photomètre ultraviolet, un radiomètre infrarouge et un photopolarimètre imageur.
Cette sonde porte également une plaque en or représentant un homme et une femme et indiquant la position de la Terre. Les symboles scientifiques doivent permettre à un extraterrestre de déchiffrer le message. Pioneer 10 entame son voyage le 2 mars 1972. Cette mission vise à explorer Jupiter. Pour cela, elle doit prendre suffisamment de vitesse pour échapper à la gravité terrestre, puis lutter contre celle du Soleil, afin de s'enfoncer dans le système solaire. Grâce à une fusée Atlas Centaur, à laquelle on a ajouté un troisième étage à poudre TE-364-4, la sonde est propulsée en orbite à la vitesse de 52 000 km/h. Pioneer décroche ainsi le record de l'objet artificiel le plus rapide en dépassant l'orbite de la Lune en 11 heures et Mars, à 80 millions de kilomètres de là, en seulement 12 semaines. La sonde est ensuite confrontée à une très grande menace, la ceinture d'astéroïdes. Située entre les orbites de Mars et de Jupiter, la ceinture d'astéroïdes est un anneau de 80 millions de kilomètres d'épaisseur, constitué d'astéroïdes dont la taille va du grain de poussière à celle de l'Alaska. Chacun d'eux se déplace à la vitesse de 20 km par seconde. En juillet de l'année suivante, Pioneer traverse la ceinture d'astéroïdes. La sonde se retrouve bientôt sous l'influence du champ gravitationnel de Jupiter et commence à s'en approcher rapidement. Durant ce survol, Pioneer 10 passe à 130 000 km de la couche nuageuse supérieure de Jupiter et ses caméras prennent les toutes premières photos de son atmosphère. Ces détecteurs embarqués commencent aussi à étudier le champ magnétique et les radiations de la planète et découvrent qu'elle est essentiellement liquide. Après ce survol de Jupiter, Pioneer 10 reprend de la vitesse. La sonde atteint à présent 132 000 km/h. Grâce à cet effet de lance-pierre, elle se retrouve propulsée plus loin dans le système solaire. Là, elle étudie les particules énergétiques émises par le Soleil et les rayons cosmiques venant d'autres galaxies. La sonde continue de transmettre les résultats de ses analyses à la Terre jusqu'à la fin officielle de sa mission scientifique, le 31 mars 1997. Elle poursuit cependant sa route et le Deep Space Network de la NASA continue de capter ses signaux. La dernière télémétrie de la sonde est reçue le 27 avril 2002. Ces derniers signaux sont captés le 23 janvier 2003. Elle se trouve alors à 12 milliards de kilomètres de la Terre. Cette sonde est certainement le premier objet de fabrication humaine à quitter le système solaire. Mais certains pensent qu'elle a franchi la zone d'onde de choc située à l'extrémité du système solaire. Pioneer 10 se dirige vers la constellation du Taureau et elle devrait arriver à proximité de son étoile principale, Aldébaran, à 53 années-lumière dans 1,7 million d'années. Pioneer 11 décolle le 5 avril 1973. Elle profite de la position favorable des planètes pour se diriger elle aussi vers Jupiter, puis vers Saturne, grâce à l'effet lance-pierre. Cette sonde, qui emporte un instrument supplémentaire, un magnétomètre Fluxgate, est également lancée par une fusée Atlas Centaur avec un troisième étage à poudre. Après avoir traversé la ceinture d'astéroïdes, elle allume ses propulseurs pour reprendre de la vitesse.
Lors de son passage à 43 000 km de la couche nuageuse supérieure de Jupiter, Pioneer 11 réalise des clichés spectaculaires de sa tache rouge et de ses régions polaires. Elle observe également Callisto, l'une des lunes de Jupiter. Grâce à l'assistance gravitationnelle, la sonde accélère ensuite pour atteindre 175 000 km/h. Elle quitte Jupiter pour Saturne. Elle franchit l'écliptique du système solaire et passe à 21 000 km de la couche nuageuse de Saturne le 1er septembre 1979. Les instruments scientifiques et les caméras de Pioneer 11 réalisent les premières photos rapprochées de cette planète et révèlent deux lunes jusque-là inconnues, ainsi qu'un nouvel anneau autour de la planète. La sonde étudie le champ magnétique et le rayonnement de Saturne, ainsi que Titan, sa plus grosse lune, qui est dotée d'une atmosphère dense. Elle conclut que ce satellite est trop froid pour permettre à la vie de s'y développer. Pioneer 11 traverse ensuite le plan des anneaux et transmet de fantastiques images. Elle continue d'explorer le système solaire extérieur, notamment les particules énergétiques émises par le Soleil et le rayonnement cosmique de l'univers. La sonde est toujours suivie par le Deep Space Network et les données parviennent jusqu'à la fin officielle de sa mission, le 30 septembre 1995. Des contacts intermittents ont lieu encore pendant 2 mois avant que la sonde devienne muette. Elle se dirige à présent vers la constellation de l'Aigle et passera à proximité de son étoile la plus brillante, Altaïr, dans environ 4 millions d'années. Mariner 10 décolle le 3 novembre 1973. Elle utilise l'assistance gravitationnelle pour frôler Vénus et poursuit sa route vers Mercure. Tandis qu'elle passe à 5700 km de Vénus, la sonde de 433 kg étudie son atmosphère en utilisant notamment une caméra équipée d'un filtre ultraviolet. Mariner 10 transporte plusieurs instruments, 2 caméras à longue focale, un enregistreur numérique, un spectromètre infrarouge et des détecteurs de vent solaire et de champs magnétiques. Elle poursuit sa route vers Mercure. Elle se retrouve finalement sur une orbite solaire près de l'orbite de Mercure. Comme prévu, elle survole à 3 reprises cette planète. Lors du premier passage, à 703 km, elle prend de nombreux clichés et réalise d'autres observations. Au total, Mariner parvient à prendre plus de 2800 photos avant l'épuisement de sa réserve de carburant. Elle nous apprend également que Mercure est doté d'une atmosphère très ténue constituée d'hélium et d'un noyau métallique qui génère un champ magnétique. Après avoir cartographié plus de 45% de la surface de cette planète, elle en déduit que les températures à sa surface vont de moins 183 degrés Celsius la nuit à 187 degrés Celsius le jour. En mars 1975, le contact avec la sonde est rompu. Mariner 10 est la dernière sonde de ce programme. La prochaine portera le nom de Voyager. Après le succès de la mission Mariner Mars, la NASA lance 2 autres sondes baptisées Viking 1 et Viking 2. Chacune est composée de 2 éléments. D'abord l'orbiteur qui doit placer le second élément, l'atterrisseur, sur l'orbite de Mars.
Il déterminera le meilleur site d'atterrissage, relaiera les signaux radio de l'atterrisseur et mènera ses propres recherches scientifiques en orbite. L'orbiteur est quasiment identique à la sonde Mariner. Il est de forme octogonale et possède 4 panneaux solaires. L'atterrisseur Viking est enfermé dans un conteneur stérile et protégé par un bouclier thermique afin d'éviter une contamination de Mars par une vie microbienne d'origine terrestre. Viking 1 se place en orbite martienne le 19 juin 1976 et Viking 2, 2 mois plus tard, le 7 août. Ces atterrisseurs de la taille d'une voiture arrivent respectivement sur Mars le 20 juillet et le 3 septembre. Viking 1 atterrit dans une région baptisée Chrysae Planitia, la plaine d'Or, dans la zone occidentale de la planète. Viking 2 se pose à Utopia Planitia, à 200 km à l'ouest du cratère Mie. Il s'agit d'une plateforme à 6 faces inégales reposant sur 3 jambes. 2 réservoirs de carburant et 2 générateurs thermoélectriques radioisotopiques sont installés de part et d'autre du véhicule. Sur la plateforme même, on trouve 2 caméras stéréoscopiques et un ensemble de capteurs et d'instruments, notamment un microlaboratoire biologique conçu pour détecter toute trace de vie dans les échantillons de sol martien. Après son entrée dans l'atmosphère martienne et l'aérofreinage, le bouclier thermique et biologique se détache, un parachute se déploie et des propulseurs s'allument pour adoucir l'atterrissage. Une fois qu'il est posé, les antennes de communication se déploient et le travail commence. Un bras situé sur le côté creuse dans le sol et dépose un échantillon dans le microlaboratoire à l'intérieur de l'atterrisseur. Celui-ci renferme un chromatographe en phase gazeuse, un spectromètre de masse et un spectromètre à fluorescence X. 4 tests sont menés sur le sol martien pour déterminer si une forme de vie a pu s'y développer. Le premier consiste à chauffer l'échantillon, puis avec le chromatographe en phase gazeuse, à analyser la composition du sol à différentes températures. Finalement, il ne trouve aucune molécule organique. Lors du deuxième test, il ajoute des nutriments et de l'eau à un échantillon de sol dans une atmosphère inerte d'hélium, puis il attend de voir si un gaz, tel que l'oxygène, le dioxyde de carbone ou le méthane se dégage. Un résultat positif indiquerait la présence d'une vie microbienne interagissant au contact des nutriments, mais aucun gaz n'est détecté. Lors du troisième test, Labeled Release, il ajoute des radioisotopes ainsi qu'un liquide nutritif pour voir s'il les retrouve dans l'atmosphère, ce qui supposerait un échange dû à la présence de microbes. Contrairement aux 2 premiers tests, cette fois le résultat est positif, et cela ne fait qu'accroître la perplexité des scientifiques. Le 4e test consiste à effectuer un marquage radioactif d'un échantillon dans une atmosphère martienne, puis à le chauffer et à mesurer la matière organique résultant de ce processus. Mais le résultat est à nouveau négatif. Les tests biologiques de Viking n'apportent pas de conclusion définitive. La sonde étudie également la météorologie, la sismologie et l'atmosphère de Mars, ainsi que son champ magnétique ou son absence. La dynamo interne de Mars a apparemment cessé de fonctionner depuis des millénaires. Les orbiteurs de Viking sont les premiers à cesser de fonctionner. Celui de Viking 2 s'arrête au bout de 2 ans à la suite d'une fuite de carburant. Celui de Viking 1 tombe en panne de carburant au bout de 4 ans et n'est désormais plus en mesure de contrôler son altitude. Sur Mars, l'atterrisseur Viking 1 fonctionne jusqu'en novembre 1982. Lors de la mise à jour de son logiciel, il subit en effet un arrêt accidentel. En avril 1980, les batteries de Viking 2 sont définitivement épuisées, après 3 ans et 7 mois de service. Le coût total du programme Viking dépasse à l'époque 1 milliard de dollars. Ce sont des missions inhabitées coûteuses, mais qui vont fournir une base solide de connaissances scientifiques sur Mars.
Le futur programme Mars devra être moins coûteux et s'appuyer sur de plus petites sondes. Les soviétiques commencent à étudier et à programmer des séjours de plus longue durée dans l'espace. En fait, ils visent une présence en orbite permanente. Ce sont les premiers à lancer ce qu'on appelle une station spatiale, le 19 avril 1971. Salyut 1 est la première d'une série de 9 stations constituées d'un seul module. Elle mesure 20 mètres de long avec un diamètre de 4 mètres et un volume habitable d'un peu moins de 100 mètres cubes. Le premier équipage décolle à bord de Soyouz 10, mais la capsule ne parvient pas à s'amarrer à la station en orbite terrestre basse à cause d'un problème d'écoutille. La deuxième tentative est effectuée par Soyouz 11 le 6 juin. Le premier équipage est constitué du vétéran de l'espace, Alexei Leonov, le premier homme à avoir marché dans l'espace, de Valéry Koubassov et de Piotr Kolodin. Mais 4 jours avant le décollage, lors d'un contrôle médical, Koubassov est suspecté d'avoir contracté la tuberculose. L'ensemble du premier équipage cède alors sa place au second. Le commandant Georgi Dobrovolski et les 2 ingénieurs Vladislav Volkov et Viktor Patsaïev embarquent dans la station où ils séjournent pendant 23 jours. Là, ils réalisent un important travail scientifique et démontrent que les vols de longue durée sont possibles. Malheureusement, lors de son retour sur Terre, le module subit une dépressurisation complète. L'équipage meurt asphyxié. Ce sont les 3 premiers hommes à mourir dans l'espace.